mesdames. Donc, nous vous souhaitons d'abord la cordiale bienvenue à cet enseignement qui va être centré autour de la douleur. Vous aurez plusieurs orateurs qui vont défiler ici pour nous parler de la douleur, de ses moyens d'exploration et également de ses moyens thérapeutiques. Donc sans plus tarder, certes nous avons acquis un petit retard, mais qui ne va pas quand même empiéter sur le déroulement normal de cet enseignement. On va commencer avec le premier orateur qui va nous faire une présentation sur la physiopathologie de la douleur. Et juste après sa présentation, nous allons accorder un petit passage permettant à notre collaborateur des laboratoires Street Pharma de pouvoir passer un message en ce qui concerne leurs produits. Et ces produits vont également concerner la douleur. Donc il s'agit alors d'une complémentarité, des éléments cliniques qui vont passer et des éléments également thérapeutiques. Des éléments thérapeutiques au sein duquel nous aurons certainement quelques produits de ces laboratoires Street Pharma. Donc sans plus tarder, nous donnerons alors la parole à notre collègue, le docteur Bacharou, qui nous fera une présentation sur la physiopathologie de la douleur. Nous remercions le laboratoire Strides pour avoir pris cette initiative pour organiser ces échanges sur la douleur. Nous avons la charge de présenter le registre physiopathologique de la douleur. Et pour cela, nous allons d'abord définir la douleur selon l'International Association of Study of the Pain et l'Association internationale pour l'étude de la douleur, qui définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes comme telle lésion. Donc, la douleur, nous la connaissons tous, nous l'avons vécue, même si c'est de façon différente. Chacun l'a vécu en tout cas une fois dans sa vie. Et la douleur est transmise par le système nerveux. Et cet arsenal qui permet la transmission de la douleur est appelé nociception. La douleur est multidimensionnelle. En dehors du versant sensoriel qui est connu, elle a également un versant affectivo-émotionnel, un versant cognitif, le versant affectivo-émotionnel où on a l'anxiété et la dépression qui sont associées le plus souvent. Le versant cognitif car elle laisse une trace et cette trace est enregistrée comme mémoire de la douleur au niveau du cerveau. Et le versant comportemental puisqu'elle entraîne des troubles comportementaux, surtout quand elle est intense. Donc elle dépend de plusieurs facteurs. Le facteur biologique, puisqu'il faut un certain nombre d'éléments pour que la douleur passe, un stimuli qui est soit mécanique, thermique ou chimique, a un influx nerveux qui va aller jusqu'au niveau du cerveau. Elle dépend également de l'affectif, puisque en fonction de l'état affectif de la personne, elle sera ressentie différemment. Elle dépend également du côté psychologique qui est dans le même cadre que l'affectif. Du côté social également, puisque certaines personnes et culturelles, certaines personnes ou une certaine culture ont cette tolérance. Quand on prend par exemple l'exemple d'un peul qui fait le choro, qui supporte un coup de bâton, est différent de son cousin maori qui va sûrement supporter cette douleur aussi intense. Donc le côté culturel aussi intervient.
Donc, d'où la variabilité entre lésion et douleur. La même lésion peut ne pas être ressentie comme douleur chez des personnes différentes. Alors, on a plusieurs types de douleurs. Il y a la douleur qui est considérée comme physiologique, qui est normale quand on te pique, tu ressens la douleur spontanée. Il y a la douleur par excès de nociception qui est liée à une lésion qui s'est créée après le traumatisme en question et qui crée une inflammation. Et la douleur neuropathique qui est une lésion du système nerveux en fonction de son niveau. La douleur est un élément sensitif et pour cela, nous avons 4 modalités sensitives qui sont décrites. La douleur, la chaleur ou le froid, qui est le côté thermique, le tact et la proprioception qui permet d'avoir la notion de notre position. Donc pour cela, on a 2 voies spécialement pour la sensibilité. La sensibilité, le tact et la proprioception qui sont gérées par la voie lemniscale et la douleur qui est gérée par la voie extralemniscale qui est appelée la voie spinothalamique. Leur différence réside non seulement par leur origine au niveau de l'extrémité, au niveau du stimuli, où les récepteurs sont différents. Également, les fibres qui transmettent cette douleur au niveau du système nerveux périphérique pour arriver au niveau du système nerveux central et leur trajet. La douleur, quand elle commence au niveau de l'extrémité, par exemple, quand on prend un exemple au niveau de la peau, quand on stimule, on aura ce qu'on appelle la transduction qui va transformer le message du stimuli en message nerveux avec une soupe inflammatoire qui va se créer et qui va maintenir cette inflammation, cette douleur qui sera transmise au niveau du système nerveux central à partir de la moelle et qui va remonter au niveau du cerveau où elle sera perçue de façon plus concrète. Donc quand on arrive au niveau des récepteurs, les récepteurs au niveau cutané, on appelle les nocicepteurs quand il s'agit de la douleur et les autres types de récepteurs qui ne sont pas concernés par la douleur. Donc on a des terminaisons libres qui sont impliquées dans la douleur au niveau des différents organes. Et ces récepteurs, nocicepteurs, sont en lien avec les fibres nerveuses. Les fibres nerveuses qui transmettent la douleur sont des fibres soit non myélinisées, ou bien des fibres faiblement myélinisées, qui sont les A delta, et les fibres non myélinisées, qui sont les fibres C. Donc on distingue 2 types de nocicepteurs. On a des nocicepteurs, les mécanonocicepteurs, qui se chargent de la douleur liée à la pression ou l'étirement. Donc c'est les stimuli mécaniques qui sont impliqués. Et on a les nocicepteurs polymodaux qui gèrent tous les types de douleurs, qu'elles soient mécaniques, donc pour la transduction, qu'est-ce qui se passe quand on a une lésion au niveau du tissu nerveux, donc il y aura une libération des protons hydrogènes, également de l'ATP. Également, il y aura une extravasation des cellules sanguines, à savoir les plaquettes et les macrophages, qui vont à eux aussi entraîner une libération des interleukines, des bradykinines. Et c'est ça qui va constituer ce qu'on appelle la soupe inflammatoire qui va se créer au niveau de la lésion. Entre-temps, la même lésion, en fait, quand elle entraîne la décharge de l'ATP et de l'hydrogène, elle va entraîner la stimulation du neurone présynaptique. Et ce neurone-là va entraîner un processus qui va aller déclencher le potentiel d'action pour créer l'influx nerveux. Et ce même influx va arriver au niveau du noyau du ganglion
spinale, faire un retour pour créer ce qu'on appelle le réflexe d'axone. Ce réflexe d'axone va revenir au niveau de l'extrémité et entraîner la décharge de la substance P et de la CGRP qui vont aller à leur tour maintenir cette extravasation au niveau des vaisseaux et maintenir le cycle. Et ce même processus va maintenir la douleur au niveau de la lésion. Après les nocicepteurs, la continuité s'est faite par, comme on l'a dit, les fibres nerveuses qui sont non myélinisées ou faiblement myélinisées. Et qui dit non myélinisé ou faiblement myélinisé, c'est-à-dire que le transport de l'influx se fera de façon plus lente par rapport aux fibres qui sont myélinisées où le transport sera plus accéléré. Et ce transport, on le verra, ça va permettre de faire la modulation de la douleur parce que ça va faire ce qu'on appelle au niveau de la moelle, qu'on appelle le gate control et contrôler la douleur au niveau musculaire. Là, on a une représentation de deux types de stimulation. Soit c'est une stimulation douloureuse, elle va entraîner les muscles comme on l'a dit, entraîner la douleur. Et en bas, on a, vous voyez, un attouchement ne va pas déclencher la voie extra-léniscale, mais il va déclencher la voie léniscale avec des fibres qui vont aller entraîner au niveau du cerveau le message du toucher. Après le premier neurone, quand le message arrive au niveau de la voie, le deuxième neurone, le neurone stylo-thalamique, va prendre le relais pour aller jusqu'au niveau thalamique. Il va faire une autre release et laisser le troisième neurone qui va aller au cortex cérébral. Donc là, c'est la représentation du troisième neurone qui va aller faire à partir du thalamus, qui va aller au niveau du pas des canaux, c'est la sensibilité. Donc, il va donner la dimension sensorielle de la douleur. Et également, il va y aura d'autres neurones qui vont partir au niveau du frontal, du lobe insulaire, du lobe cervical, pour déclencher la dimension de la douleur. Maintenant, ce message qui est parti de l'extrémité pour arriver au niveau. Limiter la douleur ou bien même l'inhiber. Cette inhibition elle s'est faite principalement à trois niveaux inhibés. Parce que le premier niveau, comme on a signalé, le réflexe au niveau de la moelle, l'arc réflexe va faire en sorte que dès que tu as une douleur, le côté moteur va réagir à lever la douleur. Non seulement il va enlever la douleur, mais il va participer avec les petits frottements qu'on va faire parce que c'est une stimulation tactile qu'on va créer, déclencher la voie léniscale qui est là. Là, c'est la voie de la douleur qui doit passer, aller au niveau thalamique. Donc, le léniscale, il y a un interneurone qui est cet interneurone qui est inhibiteur. Parce qu'il sécrète l'endorphine. L'endorphine va essayer de diminuer ou d'éteindre la douleur qui va passer au niveau central. C'est là ça qu'on appelle le gate control. C'est le deuxième niveau, le niveau périphérique où c'est aussi de la douleur avec la réponse motrice. Le deuxième niveau, c'est le niveau médulaire. Maintenant, le troisième niveau, c'est fait au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, notamment au niveau de la substance périalicale, au niveau du noyau cellulus, on aura des sécrétions. Là, une polype, ça monte, c'est un système qui sécrète une voie descendante inhibitrice. Cette voie inhibitrice descendante va sécréter la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, la douleur de la transmission au message.
Donc le schéma de la douleur est décrit. Maintenant, peut-être il faut spécifier un cas précis où on a des douleurs qu'on appelle des douleurs projetées. Les cardiologues le savent très bien, peut-être les autres spécialistes aussi. Ou quand on a une infarctus du myocarde, on a une douleur qu'on ressent au niveau du membre supérieur gauche, bien décrite. Et cela est dû au fait le message transmis par la douleur au niveau du cœur va cheminer avec le message transmis par une zone spécifique du corps. Et quand il arrive au niveau de la moelle, il va remonter. Puisque c'est le même neurone qui va remonter les informations et que la représentation au niveau de la peau est plus grande. Donc le cerveau va interpréter comme si c'est une douleur au niveau du membre. Parce qu'ils ont le même trajet et la même innervation. Et on le retrouve également dans pratiquement toutes les pathologies où vous avez des différentes douleurs. Vous voyez la douleur au niveau précordial qui va se manifester non seulement au niveau du nerf, mais également au niveau des mâchoires. La douleur du poumon qui va au niveau du diaphragme qu'on va retrouver au niveau de la partie supérieure du poumon. Alors ce n'est pas la zone intéressée. Donc ce sont des trucs qu'il faut savoir rechercher et ça va permettre de connaître la topographie de la lésion au niveau de l'organisme, alors que la douleur en tant que telle ne se trouve pas au niveau de l'organe en question. Dr Bacharou est un neurologue affecté à l'hôpital général de référence. Donc nous nous réjouissons d'être avec des éminents et spécialistes qui maîtrisent la douleur dans toute sa chaîne d'action. Nous allons alors à présent permettre à notre collaborateur Hervé Betteloncé de nous présenter une molécule qui va certainement suivre la même chaîne d'action pour inhiber ou casser le rythme de la douleur. Monsieur Hervé, vous avez la parole. Nous avons produit dans la prise en charge de la douleur un premier produit appelé Melonax que nous allons présenter tout de suite et un deuxième produit appelé Stripmore Extra que nous aurons l'occasion de présenter après un deuxième exposé du docteur Cissé sur la prise en charge de la douleur. Alors le premier produit dont nous allons vous parler c'est Melonax. Alors je vais m'acquitter d'un agréable pouvoir, celui de vous dire bonjour, Ouche, Sanou, Matole, Rafia, Djemouali, Ofofo, bonjour, assalamu alaikum. Ah, merci. Là, j'espère que l'accent était au rendez-vous. Merci. Alors, Melonax, qu'est-ce que c'est? Melonax est un puissant anti-inflammatoire conçu pour combattre l'inflammation aussi bien en cas de douleur aiguë qu'en cas de douleur chronique parce que généralement il y a inflammation lorsque le malade vient vous voir et qu'il se plaint de la douleur, c'est généralement le premier signe qui amène le malade à consulter. Melonax est donc un puissant anti-inflammatoire. Nous allons bien présenter, encadrer, schématiser le champ d'indication de Melonax en rappelant en deux mots qu'est-ce que c'est que l'inflammation. L'inflammation est une réaction normale mais exagérée du système immunitaire vis-à-vis d'une agression externe ou interne. Et à l'issue de cette réaction exagérée du système de défense de l'organisme, il va se libérer des médiateurs chimiques de l'inflammation tels que l'acide arachidonique, les prostaglandines, les leucotriènes ou encore d'autres médiateurs pro-inflammatoires tels que les interleukines. Voilà, mais en tout cas les principaux médiateurs de l'inflammation parmi lesquels on a l'acide arachidonique qui est un médiateur préformé et les prostaglandines et les leucotriènes qui sont des médiateurs chimiques néoformés parce que ils vont dériver de la cascade d'une biosynthèse de l'acide arachidonique que nous allons développer tout à l'heure dans un schéma approprié. En attendant, définissons aussi
l'inflammation qui se caractérise par des manifestations cliniques, dont la rougeur, les gonflements, les sensations de chaleur, les douleurs pulsatiles, altération du fonctionnement de l'organe. En tout cas, ce sont là les manifestations cliniques, les symptômes dont se plaignent les malades et qui vous permettent de dire « Ah, je suis en face d'une inflammation ». On peut aussi distinguer l'inflammation en inflammation aiguë qui survient en phase précoce et en inflammation chronique qui survient en phase tardive. En phase précoce, l'inflammation se caractérise par un œdème exudatif, une congestion vasculaire, une infiltration des polynucléaires neutrophiles. Quant à l'inflammation chronique, elle va se caractériser par une persistance dans le temps pendant des années, voire pendant des semaines, voire des années. Voilà, schématiquement, procède le champ de l'inflammation. Alors, face à l'inflammation, quel ANS choisir? Quels sont les critères les plus pertinents et qui permettent de choisir le bon ANS, le bon anti-inflammatoire non stéroïdien? Pour notre part, nous allons vous proposer Melonax, un produit issu de la recherche des laboratoires israéliens. Qu'est-ce que c'est que Melonax? C'est la molécule de méloxicam qui consacre une évolution moléculaire. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien de nouvelle génération. Melonax, évolution moléculaire, ANS de nouvelle génération. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que il appartient à la famille des oxycam, il est le Melonax anti-inflammatoire, analgésique, antibiotique et inhibiteur de la biosynthèse des prostaglandines. Ça, rien de nouveau, c'est à l'image, à l'instar de toutes les ANS classiques. Mais évolution moléculaire et anti-inflammatoire non stéroïdien de nouvelle génération, Melonax l'est parce que Melonax a 20 heures de demi-vie. 20 heures de demi-vie d'élimination plasmatique par rapport au diclofénac ou à l'ibuprofène, dont les demi-vies sont comprises entre 1 heure et 2 heures. Vous voyez, on passe de 1 heure à 2 heures de demi-vie du diclofénac à 20 heures de demi-vie, d'où évolution moléculaire. Et en termes de bénéfices patients, qu'est-ce que le malade gagne? Eh bien, le malade gagne en soulagement plus durable. Autrement dit, avec une seule prise de Melonax, vous couvrez largement le cycle nictéméral de 24 heures. Parce que, après la prise d'un comprimé de Melonax, c'est 20 heures après la prise de Melonax que la moitié de la dose initiale ingérée a été assimilée par l'organisme. Ça veut dire que 20 heures de temps après, il reste l'autre moitié de la dose ingérée qui vont agir pendant 20 heures supplémentaires. Donc, il y a une activité anti-inflammatoire, une activité antalgique soutenue, régulière, pendant 24 heures sur 24, du fait d'une seule prise. Donc, or, on n'oublie pas de prendre un seul comprimé par jour. Voilà pourquoi nous parlons d'évolution moléculaire de Melonax, pourquoi nous parlons de Melonax en tant qu'ANS de nouvelle génération. Premier bénéfice patient. Deuxième bénéfice patient qu'apporte Melonax, c'est un soulagement plus performant en raison de l'évolution moléculaire là également, parce que sous Melonax, vous avez 90% de biodisponibilité contre 50% pour diclofénac. Et vous voyez, là encore, on passe avec de 10 à 50% de biodisponibilité à 90% de biodisponibilité. Donc, c'est un bond spectaculaire en avant en termes de biodisponibilité pour Melonax, puisque après la prise d'un comprimé de Melonax, à l'issue du métabolisme hépatique, ce sont 90% de la dose initiale ingérée, administrée, qui sont assimilées par l'organisme. Donc, on pourrait dire, on peut traduire ces 90% de biodisponibilité comme étant 90% de taux d'efficacité thérapeutique. D'où soulagement plus performant de Melonax. Alors, ces chiffres que nous avançons, c'est les sources, c'est le RCP, le résumé caractéristique du produit et la Haute Autorité de Santé en France. Le résumé caractéristique du produit étant un document essentiel qui est requis, exigé par les autorités de la réglementation pharmaceutique pour octroyer l'AMM. Donc, source scientifique, on ne peut plus suivre. La Haute Autorité de Santé
c'est bon, l'équivalent d'un service, l'institution en France qui est stricte et rigoureuse quant à la fiabilité des médicaments, de l'utilisation des médicaments dans la prise en charge des malades. Voilà donc pour les sources qui sont un peu plus fiables. Troisième bénéfice patient qu'apporte Mélonax, c'est plus de tolérance. Plus de tolérance parce que Mélonax est un anticoxydeux spécifique. Là également, évolution moléculaire. Anticoxydeux spécifique, inhibition, mais Mélonax inhibe l'isoenzyme COX-2 et Mélonax n'a pas d'affinité pour l'isoenzyme COX-2. Alors, pour être plus explicite, nous allons vous inviter à vous rappeler de la cascade des médiateurs de l'inflammation. Consécutivement à une réaction externe ou interne, le système immunitaire de l'organisme réagit de façon exagérée et libère ce qu'on appelle des médiateurs chimiques de l'allergie. Ainsi, par à leucotriènes responsables de l'épanchement muqueux, et ce sont les leucotriènes qui font le nid de l'inflammation, qui sont responsables de la chronicisation de l'inflammation si on n'a pas prescrit un bon anti-inflammatoire. Donc, alors, la première synthèse va se faire par le truchement d'une enzyme appelée la cyclooxygénase. La deuxième synthèse va se faire par le truchement d'une autre enzyme appelée la lipoxygénase. Plusieurs types d'anti-inflammatoires existent, appartenant à des cadres thérapeutiques différents. Ainsi, par exemple, les corticoïdes sont des anti-inflammatoires qui vont agir en amont, à l'intérieur, par une action anti-inflammatoire centrale, à l'intérieur de la membrane vasculaire. Les ANS vont agir en périphérie, en bloquant, en inhibant la cyclooxygénase, cependant que les antileucotriènes vont bloquer le. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport au Mélonax, c'est les ANS classiques auxquels appartient le Mélonax, mais donc le Mélonax se diffère, on va le voir ici pour les raisons suivantes. De transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine responsable de la douleur à 3 isoenzymes COX-1, l'isoenzyme COX-2 et l'isoenzyme COX-3. Responsable des effets délétères dont on écrimine habituellement les ANS classiques au niveau de l'estomac, au niveau du rein, au niveau cardiovasculaire. Cependant que l'isoenzyme COX-3 n'a pas de rôle connu avéré dans l'inflammation. Où agissent les ANS classiques? Les ANS classiques agissent sur la COX-2, donc contribuent à soulager de la douleur et du bien-être, tandis que, et il y a même temps qu'ils agissent sur la COX-1. La recherche fondamentale a fait évoluer les choses, on est passé au Mélonax et avec comme résultat que le Mélonax est un anti-COX-2 spécifique. Vous voyez que le gros trait marqué ici montre que le Mélonax agit exclusivement sur la COX-2 et n'a pas d'affinité pour la COX-1. D'où le profil de tolérance de Mélonax par rapport à Zaï. Voilà la première différence fondamentale, j'allais dire la deuxième différence fondamentale entre le Mélonax et les ANS classiques, ANS classe thérapeutique à laquelle elle appartient. Voilà ce que vous gagnez en prescrivant Mélonax en lieu et place des ANS classiques. Vous gagnez davantage d'activité anti-inflammatoire parce que nous l'avons vu 20 heures de demi-vie contre 1 heure à 2 heures de demi-vie. Davantage d'activité anti-inflammatoire parce que nous avons vu il y a 90% de biodisponibilité par rapport à 50% de 10% de ibuprofène et surtout, vous n'avez pas d'affinité pour le Mélonax vis-à-vis de la COX. Voilà ce que vous gagnez et qui est bon à prendre, et tout ça à la posologie d'un seul comprimé par jour. Alors, autre chose, votre bénéfice patient, Mélonax est un puissant inflammatoire disponible en 2 dosages. Mélonax 15 mg, boîte de 10 comprimés, Mélonax 7,5 mg, boîte de 10 comprimés, posologie toujours un seul. Meilleure observance du traitement parce que c'est une seule prise par jour. Soulagement plus adapté parce que avec 15 mg, on s'adapte à la douleur, à l'intensité de la douleur, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Bacharou.
il y a une forte connotation subjective, voire même culturelle, vis-à-vis de la douleur. Pour la même gravité de traumatisme, mon parent va mieux résister à la douleur que mon parent mourit. Ben, vous avez le choix entre la Mélonax 15 mg ou le Mélonax 7 mg, 5 mg pour s'adapter à la douleur. Par exemple, prescrire l'un pour une douleur aiguë, l'autre pour une douleur moins intense, okay? Chronique. Voilà donc pour Mélonax. Alors, quelles sont les indications de Mélonax? Source, résumé caractéristique du produit, RCP, source ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament en France, source notice. Traitement symptomatique, Mélonax indiqué dans le traitement symptomatique de courte durée de poussée aiguë d'arthrose, dans le traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite anchylosante, Mélonax dans les douleurs pelviennes, l'ostéoarthrite, douleurs de dos, dysménorrhée des douleurs gynécologiques, dysménorrhée et douleurs gynécologiques, douleurs dentaires et chirurgicales, post-chirurgicales, douleurs des oreilles, inflammation du nez, de la gorge, etc. Parfois, pour le malade qui a mal, on va prescrire Mélonax chez l'adulte et l'enfant au-delà de 17 ans. Conclusion, retenons que Mélonax est un puissant anti-inflammatoire qui apporte au malade un soulagement plus durable, un soulagement plus performant, un soulagement plus adapté, une tolérance meilleure, une meilleure observance du traitement. Mélonax 15 mg coûte 5 200 francs la boîte de 10 comprimés pour 10 jours de traitement et Mélonax 7,5 mg coûte 3 900 francs la boîte de 10 comprimés pour 10 jours de traitement. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci pour votre participation précieuse et merci pour votre partenariat fécond et de bonne loi. Je vous remercie. Nous avons compris que la douleur reste non seulement un motif fréquent de consultation, mais reste essentiellement subjective. Mais il faut vous coller quand même à la définition donnée par le docteur Bacharou, qui dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable en rapport avec une lésion tissulaire, qui peut être réelle pour les cas de traumatisme, parce que moi je suis dans le traumatisme, ou potentiel, c'est-à-dire un traumatisme qui peut être non avéré, ou la douleur peut être décrite dans ces termes. Donc c'est ce que notre collègue a dit par rapport à la douleur. Donc avant de continuer en fait la session avec un nouvel orateur, nous allons ouvrir une page de discussion, parce que sa physiopathologie mérite peut-être un débat, je ne sais pas, moi je l'ai quand même cerné, je ne sais pas pour d'autres, et également les chaînes d'action à travers ce que notre collègue représentant des laboratoires du Street Pharma a présenté. Vous pouvez être amené à engager une question, des questions, disons, discussion. Donc pour cette page, nous allons juste concéder quelques minutes pour pouvoir continuer avec un nouvel orateur. Donc la page est ouverte. Donc s'agissant du Mélonax, les indications, c'est toute une gamme de pathologies inflammatoires. Alors est-ce qu'il y a des inflammations dans lesquelles sont résumés caractéristiques du produit, ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament. On a fait exprès pour bien montrer les sources fiables. La liste n'est pas exhaustive, mais vous allez avec nous que ce sont des indications inflammatoires les plus courantes et certainement les plus redoutables. Et qui peut le plus ou le moins, l'inflammation étant la même partout, quel que soit par ailleurs, on peut l'utiliser sur le même inflammatoire, quel que soit par ailleurs le site de l'inflammation. On voit bien ici, arthrose, rhumatoïde, douleur cardiaque, on est en gynéco là, non? On se voit en chirurgie, douleur du dos, douleur gynécologique, douleur dentaire, on est en stomato, douleur des oreilles, on est en oreille.
le sud produit. En fait, finalement, tous les sites inflammatoires, toutes les inflammations sont pathologie qui a été correctement élucidée par notre collègue, donc pas de questions. Ils ont compris à suffisance. Pas de questions. On poursuit alors la série de présentations. Cette fois-ci, je remercie les laboratoires Strides de nous avoir invités aujourd'hui, de nous donner l'occasion de présenter ce sujet très important pour nous quand même parce que c'est notre quotidien. Merci à M. Hervé aussi et je remercie aussi l'assistance. Donc aujourd'hui on va s'entretenir sur la prise en charge. On n'est pas la première fois. Donc on se dit que c'est un thème tellement important qu'on revient là-dessus parce que c'est le quotidien de tous médecins, pas médecins même les autres agents de santé. La première plainte, le malade vient, c'est toujours la douleur quand même est au premier plan. Dans les plaintes, ce que les malades nous rapportent chaque jour, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici, même si ce n'est pas un rhumato, quand même la douleur est très importante. Donc là, la prise en charge de la douleur en rhumatologie, ça englobe beaucoup de choses au fait. Ce n'est pas prescrire le médicament. Avant d'arriver à la prescription de ce médicament, il faut d'abord définir cette douleur. C'est quoi la douleur? Comme Dr Bachar a eu à le dire, professeur Wahab l'a rappelé, il faut qu'on définisse la douleur, c'est quoi d'abord? Cette douleur, on la définit, on voit de quel type de douleur il s'agit d'abord, parce que tout ça va dépendre, la prise en charge va dépendre de ça. On a quel type de douleur et comment la douleur s'installe, le mode d'installation, et on évalue cette douleur au doigt avant de parler de molécules ou de médicaments qui vient en dernière position. Donc là, on va suivre ce plan. Déjà, Dr Bachar a eu à donner certains renseignements. Donc la douleur, comme il a eu à la définir exactement, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable et associée à une lésion tissulaire présente ou potentielle ou décrite comme relevant d'une telle lésion. Donc comme on a eu à schématiser, il y a plusieurs points au fait. Là c'est la tête qui fait mal, là c'est la tête mais à un autre niveau. Là le patient il se plaint. Donc vraiment il y a plusieurs points. Si on peut schématiser, la douleur elle est définie comme telle. Donc là, épidémiologiquement, il faut donner une idée. Dans nos consultations, qu'est-ce qu'on rencontre? Le motif, c'est un motif fréquent de consultation. Plus de 90%, c'est ce que j'ai eu à dire, les patients, ils se plaignent de douleur. Donc là, la douleur, elle peut être aiguë, donc chez la population générale. Donc on a plus de tiers des visites aux urgences, c'est la douleur. Plus de 50% des patients hospitalisés, c'est la douleur. La douleur, elle peut être chronique, donc là, on a donné un chiffre, mais ça varie au fait en fonction des pays en développement ou en voie de développement. Vraiment, ça dépend, c'est juste une idée vraiment qu'on a donnée pour voir que c'est quand même important. Donc, 60% des motifs de consultation en médecine générale. Donc là, je me dis que c'est quand même important, ça fait plus de la moitié des malades qui viennent consulter en médecine générale, 75% de motifs en consultation chez le neurologue. Donc là, quand même, c'est important. Chez nous, on ne dira pas 100%, mais presque 100% quand même. À 90%, les malades consultent en rhumato pour la douleur. En suite opératoire, là, on se dit que c'est 100%. Les malades en suite opératoire, ils ont tous mal à 100%. Comment, pour que je puisse parler de la prise en charge de la douleur, il faut qu'on explique un peu comment la douleur là survient au niveau articulaire. Parce que si on parle de rhumato, la plupart c'est pour parler des douleurs soit articulaires ou abarticulaires. De toutes les façons, ça tourne autour de ça. Mais il faut comprendre le mécanisme. Au niveau de l'articulation, on a plusieurs composantes. La capsule, les ligaments, les ménisques, le périos, l'os sous-chondral. On sait qu'il y a une innervation importante au niveau de ces structures. Donc, il
Dr Bacharou a déjà parlé de ça. Je reviens pour juste un peu expliquer et faire la suite au fait pour faire le lien avec la prise en charge. La synoviale, elle est essentiellement innervée par les fibres qui sont amyénémiques. Par contre, le cartilage ne possède aucune innervation. Là, c'est pour expliquer un peu l'arthrose. On sait que l'arthrose, c'est une pathologie du cartilage. Pourquoi quand le cartilage est en place, malgré le frottement, l'articulation en mouvement, on n'a pas de douleur? On n'a pas de douleur parce que le cartilage, il n'est pas innervé. Une fois que le cartilage s'efface et que c'est l'os dur qui est là, il y a douleur parce que l'os, il est innervé. C'est pour ça qu'on a mal dans l'arthrose. C'est ce qui explique cette douleur en fait, dans l'arthrose. Si je prends l'exemple par exemple du genou. Parce que l'os à nu, sans protection cartilagineuse, il est exposé, l'innervation, la vascularisation, ça va très mal. Voilà. Donc, la douleur osseuse, tumorale, métabolique, vasculaire, dystrophique, tout ça, inflammatoire, le mécanisme est surtout dû à une hyperpression. Les fractures, je parle sous contrôle du professeur, les fractures, les atteintes périostées sont dues plutôt à la libération des cytokines qui stimulent exagérément la résorption locale, comme a eu à l'expliquer Dr Bacharou. Donc, les mécanismes périphériques de la douleur articulaire, on sait qu'on a plusieurs types. La douleur, si elle est mécanique, articulaire, donc elle est liée au mouvement et à la pression. C'est ce qui explique, c'est ça qui génère au fait cette douleur. La douleur qui est d'origine capsulo-ligamentaire et osseuse, c'est dû à l'activation des mécanismes des récepteurs de type 1 et 4. Il en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et les mouvements de l'articulation qui distendent les capsules, si on prend l'exemple de l'épaule par exemple, des ligaments lisés et du cartilage, c'est aussi l'hyperpression dans l'os sous-chondral, comme j'ai eu à expliquer l'exemple du genou par exemple. Voilà, la douleur est d'origine osseuse, donc là c'est l'arthrose, on a parlé de la douleur d'origine osseuse et l'élément majeur dans l'arthrose. Et c'est lié à l'hyperpression osseuse et périostée associée à un édème de la moelle osseuse. Donc là, l'œdème, on ne peut pas le palper comme ça à l'œil nu. Généralement, c'est à l'IRM qu'on arrive à voir qu'il y a de l'œdème osseux. Mais c'est décrit, on est obligé de décrire, d'expliquer dans ce sens pour comprendre un peu comment ce mécanisme, comment ça se fait. Les douleurs articulaires inflammatoires, ils sont d'origine, c'est d'origine synoviale. C'est pour ça que vous voyez les malades qui viennent, par exemple, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, ils viennent avec une réaction synoviale importante. Deux fois, c'est même pas un épanchement, mais on a une hypertrophie de la synoviale qui si on peut dire, hypertrophie en réaction à cette inflammation liée à la maladie. Donc, deux fois, c'est juste une réaction. On vient, on examine le malade, il n'y a pas d'épanchement, mais on a le genou, par exemple, qui est enflé. Ça, c'est une réaction synoviale. Et même l'épanchement qu'on a, tout ça, c'est en réponse à ces réactions-là. Donc, il faut comprendre le mécanisme pour faire la prise en charge. Donc, comme je l'avais dit, pour prendre en charge ces douleurs, il faut les classifier parce qu'on en a plusieurs types et la prise en charge dépend selon leur durée d'évolution, la douleur est soit aiguë ou chronique. Donc là, je précise que ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Mais si on prend en majorité, c'est défini, la douleur est aiguë. Moins de 3 mois d'évolution, ça peut être un signe d'alarme, ça donne, ça arrête. Et ça joue aussi des fois un rôle protecteur de la douleur aiguë. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir quel type de douleur on a pour se mettre dans la situation pour la prise en charge. La douleur chronique supérieure à 3 mois selon les écoles, là ça retentit, on a un retentissement important sur la qualité de vie du malade. Un malade qui a mal tout le temps, vraiment la qualité de vie est altérée. Il n'a pas envie de se lever pour aller aux toilettes à cause de la douleur. Il y a des vieilles personnes, si vous remarquez, ils viennent, ils se plaignent, ils ne boivent même pas pour ne pas aller aux toilettes à cause de la douleur. Donc vous voyez que la qualité vraiment de vie est altérée.
Donc là, la classification, comme j'ai eu à dire, pour comparer les facteurs et les mécanismes, voilà les paramètres pour la douleur aiguë et la douleur chronique. Concernant le mécanisme générateur, la douleur aiguë est unifactorielle, alors que la douleur chronique, elle est plurifactorielle. Pour les aspects évolutifs, la douleur aiguë, elle est transitoire en général, mais la chronique, elle est permanente, récurrente, répétitive, et ça constitue un cercle vicieux. Les réactions végétatives, on peut en avoir qui ne sont pas en rapport avec l'endroit là où se trouve la lésion. C'est les tachycardies, des sueurs, polypnémies, gaz, on en voit. Surtout les malades qui viennent aux urgences, on voit ça. Et chez le malade chronique, c'est comme je l'ai dit, c'est la dépression. Le malade est complètement déprimé, il souffre et il n'y a pas de solution. Donc, le retentissement, comme j'ai dit, est psychologique. Et les objectifs thérapeutiques pour la douleur aiguë, c'est surtout curatif pour la phase aiguë et pluridimensionnel. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs mains qui doivent se mettre ensemble pour leur prise en charge de ces douleurs chroniques. Les trois types de douleurs selon le mécanisme, les douleurs, Dr Bacharo a eu à l'expliquer, les douleurs par excès de nociception, les douleurs neurogènes, donc là je n'en reviens pas, les douleurs psychogènes, et on évalue notre douleur. Parce que l'évaluation de la douleur nous permet d'orienter le choix thérapeutique, comme j'ai eu à le dire, d'optimiser le suivi du malade et d'évaluer la douleur même en tant que telle pour savoir on est à combien si on doit la graduer. C'est une étape importante de la prise en charge, de demander au malade lui-même d'évaluer sa douleur, parce que c'est ce qu'on doit faire en consultation. On doit demander au malade lui-même, je pense qu'il en a combien. Il y a l'évaluation malade, il y a l'évaluation du médecin et une évaluation globale. Ça améliore la relation entre le malade et son patient et nous permet d'orienter le choix thérapeutique. On a plusieurs outils. Les outils multidimensionnels dans la douleur aiguë, les multidimensionnels dans la douleur chronique, ce qui nous permet d'évaluer le retentissement psychologique, comme on a eu à le dire, que ça, il y a un retentissement psychologique chez ces malades douloureux chroniques. Donc, elle est basée sur des échelles. Là, on n'a cité que quelques échelles, on ne peut pas tout citer. Donc, les échelles unidimensionnelles, donc le plus souvent, on le fait à la consultation. Là, c'est des réglettes. Soit on a à notre disponibilité, deux fois on demande nous-mêmes, on explique au malade et on dit de donner. Là, on lui dit sur une échelle de 0 par exemple à 10, 0 pas de douleur, 10 douleur maximale imaginable qu'il peut expliquer. Que lui, il peut ressentir, il pense qu'il peut ressentir, ça c'est 10. Donc lui-même, il va vous dire, ah, moi je suis à temps. Donc il va vous donner, je suis à 2, donc vous voyez que la douleur, elle n'est pas très, il peut vous dire, je suis à 8 ou 9. Donc là, on voit ce qu'il dit et on prend comme tel. Donc là, on demande, c'est une réglette qui est là, avec chiffres, d'habitude dans le service, on a ça. On demande au malade d'entourer le chiffre qui correspond à sa douleur. C'est comme l'autre réglette, 0, pas de douleur, 10, la douleur maximale imaginable. Là, c'est l'échelle verbale simple, c'est les mêmes, c'est une échelle aussi absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Donc le malade, on lui demande de préciser à quel niveau il est. Donc ça, c'est des échelles vraiment d'auto-évaluation que le malade lui-même s'évalue. Il y a l'évaluation de la douleur chronique, comme on a eu à dire, ça fait appel à des échelles multidimensionnelles. Donc il y a de nombreuses échelles, des auto-questionnaires, mais là, on a retenu celle de l'analyse. Donc là, c'est une grille d'entretien semi-structurée avec les patients douloureux chroniques. Donc on leur demande, il y a plusieurs, en fait, c'est des fiches qu'on doit avoir avec nous et qu'on pose les questions aux malades et on coche et à la fin on calcule pour avoir notre malade, il est à quel score et ça nous permet de classer ce malade sur la fiche. Les qualitatifs de la douleur, ça c'est le questionnaire de Saint-Antoine. Voilà, là aussi il y a plusieurs paramètres, on pose des questions aux
nos malades pour avoir, ça nous donne vraiment une idée du type de douleur, de retentissement sur son psychique, si on peut dire. Donc là aussi, c'est très intéressant. Il y a l'échelle du retentissement émotionnel, le HAD. Là aussi, voilà, c'est à la fin, c'est plusieurs paramètres. On peut prendre son temps pour poser les questions, cocher. Et le DN4, je laisse mon collègue Galia, il va vous en parler parce que je parle sur la douleur rhéopatique. Donc là aussi, c'est des questionnaires qui permettent d'évaluer sur la douleur rhéopatique. Donc les échelles d'évaluation, c'est la même chose. Donc ça, c'est les patients qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à dire j'ai mal ou bien je suis à 0 tant. Donc là, on touche à une zone, par exemple, la réaction qu'ils nous auront nous permet d'évaluer, parce que c'est des patients qui ne peuvent pas nous dire, ils ne peuvent pas parler, mais à travers leur réaction, on peut estimer à peu près, évaluer ils sont à quel niveau. Mais des fois, quand on touche, ils ont juste un peu mal, vous allez voir, ils vont les doigts. Bien des fois, c'est comme ça qu'il faut les évaluer à travers ces échelles. La prise en charge en tant que telle de la douleur en rhumato, l'idéal serait un traitement étiologique si on a la cause. Si on a la cause, on traite l'étiologie et là on a le traitement symptomatique de la douleur à travers les antalgiques, les co-analgésiques, les traitements antalgiques non médicamenteux. C'est très important dans la prise en charge parce qu'on a des malades chroniques, on ne peut pas se permettre de prescrire les médicaments tout le temps, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de suivi, chaque jour c'est des comprimés. La prise en charge non médicamenteuse a une grande place dans la prise en charge de nos malades en rhumato. Il faut vraiment les accompagner, ce n'est pas que les comprimés qu'il faut, parce que les comprimés aussi, il faut voir en fonction du temps ce que ça peut entraîner. Et c'est des malades déjà qui ont beaucoup de traitements à côté, c'est des malades qui sont âgés de voix, donc il faut tenir compte de tout cela. Si on a des traitements en dehors des comprimés qui peuvent aider ces malades, donc là, le but, c'est de soulager le patient, bien sûr, de faire participer le patient à la prise en charge, à sa propre prise en charge, donc à la décision de sa prise en charge, de prévenir et traiter les effets indésirables potentiels, favoriser une réinsertion socio-professionnelle rapide et le traitement étiologique si possible. Le traitement médicamenteux, on a pris vraiment en basique la proposition de traitement, le protocole de l'OMS, de la douleur. Le palier 1, la douleur d'intensité faible de 0 à 40 sera l'échelle visuelle analogique, les médicaments qui sont non morphiniques, du paracétamol, ce qu'on néglige. Le patient, il vient, vous faites une ordonnance de paracétamol, il va vous dire ah non, moi c'est du paracétamol seulement qu'on m'a prescrit, ce médecin-là il ne connaît rien, il a prescrit seulement du paracétamol. Alors que le médecin il a évalué ce malade avant de lui prescrire. Voilà. De l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le palier 2 qui concerne la douleur d'intensité modérée sur l'échelle visuelle analogique 40 et 60, les morphiniques faibles ou les mineurs. Donc là, c'est ce qui concerne le palier 2, c'est ce qu'on a, les morphiniques faibles ou mineurs si on peut les dire. Donc c'est scindé en 2 groupes, les 2A et les 2B. Les 2A concernent la codéine, la dextropropoxyphène qui est retirée du marché. J'ai eu à le citer parce que c'est un produit qu'on a utilisé pendant longtemps et moi je me dis que c'est un produit qui a donné de bons résultats. On l'a retiré pour des effets secondaires, bon, mais quand même on a eu des bons résultats avec. Donc ces produits de la deuxième classe A peuvent s'administrer seuls ou en association avec les médicaments de palier 1, notamment le paracétamol. Le tramadol 2B, seul ou en association avec le paracétamol. Le palier 3 d'intensité, la douleur elle est d'intensité forte, elle est supérieure à 60 voire 100. Donc là, c'est les morphiniques majeurs qui sont proposés, les agonistes partiels, les agonistes purs et les agonistes antagonistes. Donc il faut voir en fonction de la disponibilité
toxicité, nous, on n'a pas tous ces médicaments disponibles chez nous. On a quelques-uns dérivés morphiniques qu'on utilise avec des bons résultats. Donc là, le paracétamol, tout le monde connaît le paracétamol. C'est un métabolite actif de la phénacéline. Donc antalgique, antipyrétique, sans action anti-inflammatoire, 4 grammes à repartir en 4 prises. Bon, on est tellement réticent, ça c'est les recommandations, mais on est réticent par rapport à ça. Les effets secondaires aux doses usuelles sont rares, cutanés, hématologiques, toxicité. Tout le monde connaît le paracétamol, c'est un métabolite actif de la phénacéline. Donc antalgique, antipyrétique, sans action anti-inflammatoire, 4 grammes à repartir en 4 prises. Bon, on est tellement réticent, ça c'est les recommandations, mais on est réticent par rapport à ça. Les effets secondaires aux doses usuelles sont rares, cutanés, hématologiques, toxicité hépatique. Donc là, on est obligé de le faire et d'ajuster la dose en fonction du tableau. L'aspirine, très rarement utilisée en rhumatologie, seulement ce n'est pas un produit qu'on utilise en rhumatologie, l'aspirine. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont des propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, antipyrétiques, anti-agrégants plaquettaires. On en a plusieurs classes. Donc vraiment, on a le choix. Comme ce qu'on a eu à citer, ça c'est juste vraiment, on avait à citer quelques classes. Dans le méloxicam, M. Hervé nous a fait une présentation tout à l'heure. Donc ça fait partie des premiers choix. Par contre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont beaucoup d'effets secondaires. On ne va pas se dévaler la face face à ça, on est obligé de lutter parce qu'on voit. Ça donne des bons résultats, mais aussi on a des effets secondaires. Et il faut tenir compte de ça. Donc on l'utilise en rhumatologie, dans les pathologies inflammatoires, notamment les spondylarthropathie, la polyarthrite rhumatoïde, les atteintes dégénératives dans l'arthrose quand on a une poussée. Les poussées évolutives après échec du paracétamol. Dans les lombalgies, lombosciatalgies, dans les myalgies. Là, M. Hervé a eu à expliquer vraiment d'une manière très très claire cette cascade pour arriver aux enzymes pro-inflammatoires. Là, les effets des prostaglandines, de même que les effets des anti-inflammatoires, les effets secondaires et les effets, les propriétés au fait, avec les effets secondaires que ces anti-inflammatoires-là peuvent présenter. Parce qu'il faut les connaître et puis pour vraiment bien prendre en charge son patient. Voilà, c'est ce que j'ai eu à citer, mais là de manière schématisée et qu'on peut mettre d'emblée là dans la forme modérée à forme pour bien soulager les médicaments et les malades qui ne sont pas soulagés par le palier. Donc, le niveau 2, c'est l'association du paracétamol d'un dérivé faible de la morphine, soit de la codéine ou de la dextro, le tramadol avec du paracétamol. La morphine, c'est une molécule de référence. On a des recommandations et actuellement le là, donc en rhumatologie, c'est indiqué dans les douleurs aiguës, les sciatiques hyperalgiques, les névralgies cervico-brachiales, dans les périarthrites calcifiantes, c'est là où on a vraiment les malades très très douloureux qui ne répondent pas aux autres classes. On est obligé de passer au morphinique, bien que les gens ont tellement peur de la morphine. Un malade, quand il entend on va le mettre sous morphine, il pense que c'est fini, c'est sa fin comme ça. Alors que vraiment, il y a des effets secondaires, mais moins que par exemple le tramadol que les malades prennent. On te dit, quand quelqu'un travaille, on va te mettre le malade, ça lui fait même pas, ça lui dit rien. Mais dès qu'on parle de morphine, ça y est, c'est fini, je pense qu'il est à l'extrême. Donc, les co-analgésiques, on utilise les anti-épileptiques, par exemple la gabapentine, la prégabaline, tout ça a effet antalgique. Docteur Zakaria va nous dire, eux ils utilisent pour autre chose, mais c'est l'effet antalgique que nous qu'on recherche là, les antidépresseurs, les myorelaxants, les bisphosphonates, la calcitonine, la corticothérapie est très très utilisée en rhumatologie. Donc là, on est la biothérapie, bien qu'on n'en dispose pas au Niger, on est obligé d'en parler parce que c'est l'évolution des choses. Nous, on n'en a pas, la biothérapie n'a pas d'ARM au Niger. Donc on pense qu'on souhaite que ça soit, parce qu'il y a des effets antalgiques
dans la polyarthrite rhumatoïde et dans les spondylarthrites. Les traitements non médicamenteux, la neurostimulation transcutanée, ça donne des effets. La relaxation par kinésithérapie, l'ergothérapie, la balnéothérapie et surtout la prise en charge psychologique du malade. C'est très important. Les infidons de corticoïdes, les synovio-orthèses, les lavages articulaires donnent aussi des bons résultats dans la prise en charge de la douleur. La biothérapie, l'air des aussi, on est obligé d'en parler. Voilà. Donc les anti-JAK sont actuellement discutés. C'est bien beau de le dire, c'est bien beau. On les manipule ailleurs, mais pas chez nous. On n'a pas cette possibilité. Voilà. Les règles générales du traitement de la douleur en rhumatologie, l'analgésie à la demande, vraiment. Parce qu'on dit au malade, va prendre, on lui donne une ordonnance, il passe toute l'année à prendre la même ordonnance, il est mal ou pas, il prend le traitement. C'est très dangereux, c'est pas intéressant du point de vue coût, du point de vue effet secondaire. Il faut savoir limiter l'administration des médicaments. Il ne faut pas les lâcher comme ça avec leur paracétamol ou bien avec leur dire allez-y prenez. Non. À la demande, surtout dans les douleurs chroniques, à la demande. À la demande de douleur. La fréquence d'administration doit dépendre de la durée d'action des produits. L'évaluation régulière de l'efficacité de la prescription et une personnalisation du traitement. Il faut évaluer le malade pour voir. Je me laisse sur tel traitement, j'ajoute tant, je retire tant. Ça, c'est pour ça qu'on donne des visites au malade pour évaluer les risques d'effets secondaires, on doit tenir. Donc, en conclusion, la douleur, comme on a eu à dire, c'est un motif fréquent de consultation. Les mécanismes physiopathologiques de la douleur, tout comme son intensité, la durée du traitement, les choix. Donc ça détermine le choix de la mise en charge thérapeutique. Les traitements symptomatiques, c'est avec ça qu'on gère la douleur. Donc, il y a nécessité dans la majorité des cas d'associer des pro-antalgiques, des traitements non médicamenteux et la prise en charge psychiatrique chez certains malades. La prise en charge des maladies rhumatismales doit être assurée idéalement par une équipe pluridisciplinaire comportant un rhumatologue, un kinésithérapeute, ergothérapeute, un diététicien, un psychologue et un médecin généraliste. L'évolution chronique, elle est imprévisible. L'éducation du patient est très importante. L'évaluation de la douleur pour améliorer la relation médecin-malade mène à une bonne orientation de la thérapeutique et l'optimisation du suivi du malade. Je vous remercie. Présentation. Nous rappelons les principes de cet enseignement, chers invités, avec votre permission. Il s'agit d'un enseignement. Quand on parle d'un enseignement, il se fait alors d'une interaction. D'accord? Donc, l'approche participative permet au monde d'aplanir les zones ardentes. On ne vous dit pas tout ce qu'on vous transmet, vous n'êtes pas susceptible au monde non seulement de modeler les informations et de nous donner aussi d'autres informations sur la douleur. C'est le rôle, le but de cet enseignement post-universitaire en thérapie. Donc l'interaction. À présent, nous allons passer la parole à notre invité. Les molécules qui agissent effectivement sur la douleur, qu'il soit une douleur neurologique, rhumatologique ou même simplement chirurgicale. Merci. Nous avons parlé de Mélonase qui est un anti-inflammatoire stéroïdien. Cette fois-ci, nous allons vous parler de Strimol Extra, un deuxième antalgique qui va avoir un mode d'action différent pour soulager la douleur. Alors, Strimol Extra apporte plus de soulagement, aussi bien en cas de maux de tête, de migraine, de courbature, de fièvre, de douleur dentaire, de dysménorrhée. Bref, vous voyez, en cas de douleur fréquente, quotidienne et courante. Pourquoi et comment? Contre la douleur et la fièvre,
Strimol Extra développe une extrême puissance pour plus de soulagement parce que Strimol Extra, c'est l'association de deux molécules, à savoir acétaminophène dosé à 500 mg plus caféine dosé à 30 mg. Deux molécules connues pour leur activité antalgique. Ok? Strimol Extra soulage en cas de douleur. Strimol Extra soulage en cas de courbature. Strimol Extra soulage en cas de douleur. Strimol Extra soulage en cas de douleur. Strimol Extra soulage en cas de dysménorrhée. Par quel mécanisme d'action? C'est là que ça arrive. Ça me voit que Strimol Extra a trois mécanismes d'action. Le premier mécanisme d'action antalgique de Strimol Extra fait que Strimol Extra est un inhibiteur de l'isoenzyme COX-3. En effet, Strimol Extra se fixe sur l'isoenzyme COX-3 ou bien l'isoforme COX-3, c'est selon situé au niveau du cerveau. Pour s'en convaincre, souvenez-vous, nous avons vu le schéma tout à l'heure de la cascade des médiateurs de l'inflammation. On avait vu que de 3 isoenzymes COX-1, COX-2, COX-3, la COX-3 ne jouait aucun rôle dans le processus de l'inflammation. Eh bien, c'est sur cette isoenzyme COX-3 située au niveau du cerveau que va se fixer l'acétaminophène pour inhiber, pour calmer la douleur. Donc, la COX-3 qui n'a pas, l'isoenzyme COX-3 qui n'a pas de rôle dans l'inflammation a trouvé comme électeur l'acétaminophène. Donc, l'acétaminophène présentait d'ailleurs, qui est une molécule américaine qui est assimilée au paracétamol, qui est une paracétamol. Alors, la guéguerre est là. Les Français disent nous c'est paracétamol, eux ils disent c'est l'acétaminophène. Apparemment c'est même la même structure moléculaire de base. C'est le site d'action simplement qui diffère. Les Américains disent qu'ils se situent sur la COX-3, les autres disent qu'ils se situent sur les récepteurs bêta-endorphine. En tout cas, ils ont enzyme COX-3, les récepteurs tous deux sont au niveau du cerveau. Cela signifie que l'acétaminophène va agir développer une action antalgique d'action centrale, pour ainsi dire. Donc voilà le site d'action de l'acétaminophène et qui n'a pas d'affinité pour la COX-1, donc a un bon profil de tolérance, donc ne provoque pas les effets délétères dont on incrimine habituellement. Voilà pourquoi il est préférable parfois d'utiliser l'acétaminophène au détriment des ANS sur le monde. Alors donc, on verra en conclusion, contre la douleur et la fièvre, on va voir on a le choix entre ces trois types de molécules. Voilà où agissent les ANS classiques sur la COX-1 et sur la COX-2. Le Mellolax sur la COX-2 spécifiquement, ou si vous préférez sur la COX-3. Et quant à l'acétaminophène, voilà, sur la COX-3, ça vous permet de restaurer, de mettre en place le protocole le plus fiable, le plus pertinent pour prendre en charge la douleur. Deuxième mécanisme d'action de l'estiment. Il est imputable à la deuxième molécule contenue dans le produit, soit et caféine. Cette synergie d'action, en effet, permet il est avéré que la caféine c'est bon. Donc, en prescrivant la caféine, en effet, agit en synergie d'action avec la caféine, vous gagnez 40% d'effet anti-inflammatoire supplémentaire en prescrivant du paracétamol seul. Consommation de café exerce des effets inflammatoires et en fait, la caféine inhibe le récepteur A de la vitamine et évite de la somnolence par définition, d'où Strimol effet ça. On voit bien les panneaux publicitaires en ville d'une marque de Nescafé. Éveille les sens. C'est cet effet-là au niveau de l'adénosine, je suppose. Troisième mécanisme d'action imputable à Strimol Extra,
il agit sur certains inhibiteurs des récepteurs centraux, toujours dû à la caféine, qui est une substance psychoactive qui se fixe sur les récepteurs de l'adénosine du cerveau pour combattre la somnolence. Voilà, présenté Strimol Extra, qui est l'association, donc on va retenir deux molécules, l'acétaminophène dosé à 500 mg, la caféine dosée. Cette association synergique à quoi fait gagner 40% d'effets antidouleurs et les sources bibliographiques sont ici. La première est la FOLA. Elle a été publiée dans les Annales internationales de médecine 2002, donc cette année. C'est très récent. Et la deuxième source bibliographique, la FOLA, elle date de 2017. C'est relativement récent également. Okay? Alors, tout ça, on avait vu les bénéfices patients, les avantages thérapeutiques du produit. Tout ça, c'est lié à des caractéristiques pharmacocinétiques basées sur des preuves scientifiques également. On a un délai d'action rapide avec Strimol Extra parce que le délai d'action est de 20 minutes. Soulagement plus durable avec Strimol Extra parce que la durée d'action est de 8 heures. Soulagement plus performant parce que la biodisponibilité de Strimol Extra aussi entre 70 à 90%. Ces propriétés pharmacocinétiques étant liées à la molécule d'acétaminophène. Okay? Indication, Strimol Extra soulage la douleur, la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les douleurs dentaires, les névralgies, les dysménorrhées pulmonaires. Au prix de contre-indications, comme tout médicament, il y a des contre-indications. En cas d'hypersensibilité connue, avérée à l'acétaminophène, Strimol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique, de grossesse ou d'allaitement. Posologie simple, 1 à 2 à comprimer 3 fois par jour chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Alors, la boîte de 20 comprimés de Strimol Extra ne coûte que 2000 francs. À ce prix, c'est accessible à la Strimol Extra accessible à la plupart des patients. Ces boîtes de 20 comprimés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie. Et les autres associés aux autres services, d'avoir cette ingénieuse idée d'organiser, donc perpétuellement, constamment, ces TPU. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre d'avoir une certaine mise à jour et de pouvoir en tout cas faire face aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Le thème qui a été choisi, douleur, important, c'est vraiment pertinent. Moi, une fois de plus, vraiment, les mots me manquent pour pouvoir remercier vraiment cette initiative qui est assez louable. Sans plus donc trop tarder, moi j'aimerais juste intervenir sur l'intervention du docteur Fanata. C'est vrai qu'il faut dire, donc il faut remercier quand même, du prime abord, quand même tous les présentateurs pour leur client exposé. Docteur Fanata, donc, elle a bien brossé le tableau, donc, la prise en charge sur les douleurs. J'aimerais particulièrement pointer sur 2 points essentiels, 2 petits points. Elle a parlé du tramadol. Voilà. C'est vrai qu'elle a émis des réserves. Le tramadol, normalement, il est préconisé de ne pas l'associer avec un autre analgésique. Deuxième chose, c'est le paracétamol. Le paracétamol, j'ai vu quelque part là, 4 grammes où on a utilisé. Elle aussi, elle a émis des réserves. En principe, le paracétamol, on ne devrait pas passer 3 grammes. Quand on dépasse 3 grammes par jour, le risque de voir des effets secondaires, de contracter des effets secondaires est très important. Donc elle a ainsi bien
bien souligné cela. Toujours dans le même sens, la prise en charge des douleurs au niveau local. Je pense qu'au niveau local, ça dépend. C'est vrai que ça dépend de quel type de douleur on a. Mais en général, en rhumatologie, on a des atteintes articulaires, si c'est périphérique. Très souvent, on utilise un peu la graisse. Il y a des médicaments aussi, des produits locaux qu'on utilise, tels que des pulvérisations. Je pense que ça peut parfois, quelquefois, soulager les patients. Du point de vue, si on essaie de faire la différence, c'est vrai que le neurologue n'a pas encore fait sa présentation, mais dans ce cas, je préfère me détenir. J'ai voulu faire la comparaison entre les différentes caractéristiques pour pouvoir faire le distinguo entre douleurs par excès de nociception et les douleurs neurogènes. Bon, je me retiens parce qu'il y a une présentation qui a fait. J'ai choisi d'amener les recommandations de l'OMS que tout le monde connaît et qu'à l'unanimité, tout le monde est d'accord avec ça et c'est ce qu'on utilise en pratique. Voilà. Le tramadol, on l'a toujours associé au paracétamol. Sans problème. Il y a nulle part là où c'est écrit que le paracétamol ne doit pas être associé au paracétamol. Même la morphine, on l'associe au paracétamol. Même la morphine, on l'associe au paracétamol. Ah, voilà. Le dernier molécule. Voilà, en tout cas, moi j'ai rapporté des recommandations et en cas pratique, on le fait. En pratique, on le fait et je n'ai jamais... Hein? Justement, c'est ce que je dis, en pratique, on le fait et on a des très bons résultats. Association paracétamol, moi j'ai même vu des gens que plus le palier de moi. C'est là où on pousse, mais il y a association. Les 4 grammes, tout ce que j'ai rapporté, il n'y a nulle part là où c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai dit. Il y a des sources, bien sûr. Et puis, vous dites qu'en rhumato, c'est des trucs superficiels. Non, je suis désolée. On a des malades là, dans la sciatique hyperalgique, comme j'ai eu à décrire. C'est des malades qu'il faut les prendre en charge. C'est des malades qui n'ont pas dormi. Une crise de goutte vient, il n'a pas dormi toute la nuit. La douleur est tellement extrême que vous ne pouvez pas le soulager avec votre spray. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est la rhumato, il n'y a pas de fracture ou autre, qu'il n'y a pas de douleur intense. On a des malades hyper algiques. Je peux vous inviter au service, vous allez qui gère la douleur. Donc moi je suis vraiment très content de la manière dont elle a exposé quand même le problème de la douleur, c'est-à-dire surtout l'évaluation. Parce que nous on a constaté dans la pratique quotidienne que très souvent la prescription des antalgiques ne répond pas à cette démarche-là. Comme elle l'a dit, c'est important d'abord d'évaluer la douleur. Évaluer sa douleur, vous avez donné le paracétamol, il va le prendre. Mais quel que soit ce que vous lui donnez, si vous lui donnez ça comme ça, il va pas prendre. Donc c'est important l'évaluation de la douleur. Maintenant, moi ce que j'aurais voulu, parce que je pense que dans ce genre de rencontre-là aussi, c'est pour apprendre de nouvelles choses. Je pense qu'il y a récemment aussi, toujours sur le net, il y a eu quand même une polémique sur le paracétamol. Je ne sais pas si vous en avez vu aussi. Voilà, j'aurais bien voulu que si quelqu'un a des informations par rapport à ça, qu'il nous éclaire. Parce que je pense aussi c'est ça aussi le but des étudiants d'enseignement, c'est de pouvoir quand même évoluer sur certains domaines, sur toute la douleur. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Parce que c'est tout ça aussi qui amène la grande majorité des gens. Merci. Super content d'assister, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les niveaux mélangés. Ouais, il y a de vrais apprentis chauffeurs. Alhamdulillah. Vraiment, je voulais juste primo remercier toutes les équipes qui ont présenté. Franchement, c'est une bonne remise à jour pour nous autres. Ça fait longtemps que je ne m'occupe pas de cet aspect, tellement qu'on a, je disais, ça devient de la routine pour nous. Évaluer une douleur, j'oublie souvent les médecins qui sont avec moi, je ne sais pas si voilà, quelqu'un est là. Souvent, je cogne. Parce que je me dis, vous prescrivez un médicament sans que la personne comprenne pour quelle raison vous lui donnez pas du Brufen, mais du paracétamol. C'est logique que la personne, si elle a lu quelque chose sur les documents, sur Internet ou autre, elle peut ne pas adhérer. Et non seulement elle prend votre paracétamol, mais elle prend dans la rue le tramadol qui est là-bas. Elle mélange et à la fin, on se retrouve avec des problèmes hépatiques dont on a expliqué. Souvent, c'est ce qui nous arrive.
je voulais surtout m'appesantir sur la partie gestion psychologique de la douleur. J'aurais bien préféré qu'il y ait un psychologue de notre zone et un kinésithérapeute. C'était vraiment, j'ai souhaité que vous ayez, vous donner un peu cet espace avec ces deux spécialités-là. La gestion de la douleur psychologique, moi je dirais que ça doit être vraiment la base, surtout chez vous les traumatos. Moi je reçois beaucoup de gens, 3 mois, 4 mois après, ils sont guéris, c'est vrai, la douleur est partie, la fracture est consolidée, mais ils ont comme l'impression qu'il y a toujours une lourdeur qui est là. Juste parce qu'ils ont dans la tête une partie qui n'a pas accepté que ce pied-là soit cassé. Oui, et ça devient vraiment psychologique. Il devient pour juste il va vous dire au début que j'ai mal, mais quand vous l'écoutez pendant quelques minutes, il revient à une lourdeur. À la fin, ça ne fait plus mal, mais que ça gêne. Donc, techniquement, j'ai dit, je vais recommander aux traumatos de toujours confier leurs patients après intervention aux psychologues. Aidez-le à travailler peut-être. D'accord. Oui, parce que ça, c'est un truc que j'ai constaté régulièrement dans mes constatations, je les retrouve. Je voulais aussi un peu provoquer les streamers extra. Vous savez, je lisais certains documents quand il y avait une guerre en Amérique sur l'acétaminophène. Le problème qui se pose, même si les gens ne veulent pas le dire, plus vous l'utilisez, plus vous aurez l'habitude de l'accepter et d'oublier tous les autres analgésiques. Et le jour où vous arrêtez, le minimum que vous ferez, c'est l'armoiement céphalique. Donc, il y a, moi je souhaiterais que dans les présentations que vous dites, limiter à tel temps. Limiter la présentation de la dame a des dysménorrhées. Elle prend une boîte, elle est très soulagée. Demain, même que la date arrive, elle a commencé déjà à prendre. Et elle devient accro à ça jusqu'à ce qu'elle soit dans nos maisons. Et ça, c'est un risque. Oui, ça c'est une partie qui m'a un peu perturbé. Je voulais que l'on fasse une motion pour limiter. Au-delà de ce que vous faites, juste paracétamol, tramadol, non. Donc, j'ai décidé de le mettre, oui, j'ai décidé de le mettre sous morphine et paracétamol pendant 72 heures. Je vous dis, le 4e jour, il est venu me dire, monsieur, ça me fait 6 mois que je n'ai pas dormi, mais aujourd'hui, il a fallu qu'on me réveille pour prier. Moi, je lui dis, mais je n'ai pas fait quelque chose de particulier. Il dit non, ce petit truc que vous m'avez injecté là, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris que l'association a été très positive pour le malade. Bon, j'espère qu'on va continuer à avoir plus de nouveautés aussi. Peut-être qu'il y aura pris ma parole parce que moi j'attendais du nouveau. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui a accroché moi. Alors je parle, c'est la connotation fortement péjorative de l'individu vis-à-vis de la douleur. Alors je connais un cas d'un malade, un Nigérien qui a été soigné aux États-Unis. Il a fait une prothèse totale de hanche, quasiment en ambulatoire. Il a fait une nuit d'hospitalisation. Le lendemain, il est sorti, il m'a dit de 10 h. Le lendemain, on l'a libéré à 11 h. On lui a prescrit quoi? Acétaminophène. On dit tu peux partir. Il dit vous foutez de ma gueule. On dit mais mon ami, tu veux faire des frais d'hospitalisation, vas-y. Si c'est dur là, dans 15 minutes l'ambulance vient te chercher. On te fait partir pour t'éviter des frais d'hospitalisation. On a dit bah écoutez, il a pris acétaminophène jusqu'à ce qu'il rentre au pays. Il y a 6 ans, il vit tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'observation. Habituellement, les gens ils pensent qu'en traumato, il n'y a que des phénomènes mécaniques. Tic au tac, une lésion fracturale, on l'amène au bloc, on l'opère ou on met du plâtre. Même en traumato, on évalue en fait la douleur qui est stratifiée par palier. Le palier 1, paracétamol, le palier 2, paracétamol associé au tramadol, et le 3e palier pour lequel nous vous appelons parce que sa manipulation reste assez problématique et parfois référée aux anesthésistes et animateurs.
Donc la douleur, elle est correctement prise en charge en milieu traumatologique. Il suffit simplement de se coller à la théorie et on reste meilleur. Donc peut-être c'est des choses comme ça, il faut préciser aux apprenants. Parce que je vois jusque là, la balle est dans l'écran des chers maîtres, comme on aime le dire. Mais je vais parler sous contrôle de mon collègue Zakaria. Le mutisme aussi, dans vos cas, les apprenants, peut être perçu comme une douleur morale. Comme nous parlons en fait de la douleur, ou bien nous vous considérons comme étant ces gens dépressifs mélancoliques. C'est une façon en fait. Ça va bien. Peut-être avant de commencer, je n'ai pas eu l'occasion de féliciter le professeur de façon physique. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de le féliciter et de lui souhaiter cette carrière en tant que professeur de traumatologie. Donc, il m'a été demandé de vous entretenir sur le diagnostic et traitement de la douleur neuropathique. Juste en guise d'introduction, comme il a été dit par tous les orateurs, la douleur est un motif de consultation le plus fréquent, en tout cas en médecine générale et aussi en médecine de spécialité. Chez le médecin généraliste, c'est le premier, c'est-à-dire que le médecin G, c'est le premier à être consulté par un patient qui a mal. D'où l'intérêt de pointer la douleur, la physiopathologie, mais aussi de les caractériser. Si cette prise en charge est inadaptée, ça va entraîner une chronisation avec des conséquences qui sont parfois graves, entraîner jusqu'à parfois des dépendances aux médicaments. Donc, en tout cas, en ce qui concerne en neurologie, il y a beaucoup de nos patients qui ne reçoivent pas de traitement pharmacologique approprié parce qu'il y a une méconnaissance diagnostique neuropathique, parce qu'il y a un manque de connaissances des molécules efficaces, mais aussi leur modalité d'utilisation. D'où l'intérêt de cette présentation. Alors je vous propose ce plan. Rapidement, en définition, en fait, je me suis permis de prendre la définition de l'International Association for Study of Pain, qui définit en tout cas la douleur neuropathique comme douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du système nerveux, sans préciser lequel, central, périphérique. Cette définition, elle a évolué en 2011, où ils disent en fait cette douleur résulte directement d'une lésion ou bien d'une maladie affectant le système somato-sensoriel. Donc c'est central, périphérique, sensoriel, toute douleur en tout cas qui est secondaire à cette lésion est appelée douleur neuropathique. Là je récapitule ce que mes collègues ont dit. Il faut les différencier ces douleurs car elles sont différentes sur le plan sémiologique. D'abord la douleur nociceptive qui est secondaire à l'stimuli nociceptif. La douleur inflammatoire, c'est les deux. On a la nociception mais aussi l'inflammation. La douleur nerveuse qui est secondaire à une lésion d'un nerf. Et également aussi, enfin, la douleur idiopathique telle que dans la fibromyalgie ou bien autre douleur telle que la douleur psychogène. Ici, en fait, juste pour dire qu'elles peuvent être mixtes les deux. La douleur nociceptive associée à la douleur neuropathique, ça donne une douleur mixte avec deux composantes. Non seulement inflammatoire, mais aussi neuropathique, tels que les cas des lombo-sciatiques, tels que cancer, névralgie cervico-brachiale ou bien en post-traumatique. Ici, en fait, juste pour faire une petite différence ou bien sur le plan des caractères physiopathologiques qui a été déjà dit par le collègue Dr Bachirou, et sur le caractère sémiologique, quand on prend la douleur par excès de nociception, c'est une douleur qui est très variée, continue, intermittente et mécanique ou bien inflammatoire, parfois associée. Et quand on regarde sur le plan neurologique, c'est des douleurs qui sont continues, qui sont paroxystiques, ça va, ça revient, ou bien parfois provoquées, ou bien qui viennent de façon spontanée. La topographie ici, elle est surtout non neurologique, mais alors qu'ici, ça épouse vraiment un territoire nerveux. L'examen neurologique qui est normal en cas de douleur nociceptive, mais également anormal en cas de douleur neurologique.
il faut les classifier, ces douleurs neuropathiques. En fait, il existe deux, soit c'est une atteinte du système nerveux central, telle que les AVC, la sclérose en plaques, le traumatisme médulaire, ou bien les patients qui ont eu un trauma crânien. La douleur neuropathique périphérique qui est secondaire à une lésion du système nerveux périphérique. Le cas le plus fréquent, c'est la douleur chez le patient diabétique ou bien le sciatique chronique. Alors l'intérêt de cette présentation, non seulement c'est l'épidémiologie, parce que c'est une douleur qui est fréquente dans toutes les, en tout cas, consultations en rhumatologie, en endocrino, en neurologie ou bien en traumatologie, surtout les douleurs post-traumatiques. Aussi le diagnostic, parce que souvent on passe à côté et on laisse le patient dans la nature et le patient va se compliquer, il va venir en neurologie de façon tardive où on ne peut pas faire grand chose. Mais également thérapeutique, parce que les médicaments, nous ne les connaissons pas. En tout cas, nous, neurologues, on les connaît, mais en médecine générale, ces médicaments sont méconnus, donc ils ne sont pas prescrits. Et du coup, les patients se trouvent dans la nature. Ici, on va parler un peu du diagnostic, comment poser en tout cas le diagnostic d'une douleur neuropathique. Juste avant de commencer, peut-être ce petit cas clinique, Madame MC, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée MC, elle consulte pour une douleur décrite comme une brûlure, donc accompagnée de décharges électriques dont l'intensité est évaluée entre 6 ou 7 sur 10. Donc l'EVA qui a été largement débattu ici. La douleur apparue il y a 3 mois après une exérèse d'une tumeur bénigne sur le sein droit, localisée au sein, mais il a dit à la région thoracique droite. Il empêche de porter son soutien-gorge. Vous notez une hypoesthésie au toucher et à l'aigu au pourtour de la cicatrice, de même qu'une douleur esquisse au simple effleurement. À votre avis, que se passe-t-il? Bon, on ne va pas répondre à ces questions, mais j'imagine qu'une fois qu'on arrive à expliquer comment poser le diagnostic, à la fin, vous saurez répondre à ces questions. Alors, voici les caractéristiques spécifiques d'une douleur neuropathique. D'abord, il y a une absence de lésions tissulaires. Quand on regarde le patient, il n'y a rien comme lésion visible. Okay? La survenue de phénomènes douloureux post-lésionnels après un intervalle libre. Parfois, c'est quelques semaines. Exemple, quelqu'un qui fait un trauma, tout de suite, il a pas mal sur le plan neuropathique, parce qu'il a une douleur nociceptive. Mais quelques semaines après, ou bien quelques années après, il commence à présenter des brûlures ou bien autres symptômes, en tout cas neuropathiques. Donc, il y a un délai entre l'installation, entre la lésion et l'installation, bien sûr, des symptômes. La topographie douloureuse est systématisée dans un territoire nerveux. Donc, ce n'est pas une douleur qui diffuse, donc elle est surtout située dans une zone qui est innervée par un nerf bien identifié. Donc, ça qui va faire la différence avec la douleur nociceptive. Et aussi la sémiologie clinique et stéréotypée. C'est-à-dire que ça commence par la même manière, ça finit par la même manière. Et en général, c'est les mêmes douleurs, c'est les mêmes signes. Parfois, ça peut évoluer, ça peut augmenter en termes d'intensité, ça peut aussi être parfois varié. Ok? Sur le plan sémiologique, en fait, voici quelques douleurs. Certes, la douleur, elle est spontanée, donc avec une composante continue. Quand elle est superficielle, souvent les patients se plaignent de brûlures, de foie douloureux. Quand c'est une douleur qui est profonde, c'est des compressions, des étaux. Et cette douleur peut être parfois paroxystique, ça va, ça revient. Parfois, le patient te dit que ça dure quelques secondes, quelques minutes et puis ça part. Mais l'intervalle intercritique est normal, c'est comme si rien n'était. Donc c'est des décharges électriques, des coups de couteau, parfois de brûlures. Parfois c'est des douleurs qui sont provoquées. Exemple, quand je touche ma main, normalement j'ai pas mal. Mais le patient qui a une douleur neuropathique, le fait de toucher sa main, ça crée une douleur qui a une intensité parfois très élevée et qui est insupportable et parfois qui fait que le patient ne porte même pas ses habits. Parce que dès qu'il porte ses habits, il a mal. Okay? Alors que normalement, ça ne doit pas créer de douleur. Et aussi la sensation non douloureuse. C'est des sensations anormales ou parfois désagréables. Picotement, fourmillement, démangeaison,
engourdissement. Okay? Ce sont des signes en tout cas qui doivent attirer l'attention en tout cas du médecin pour dire que je suis en face probablement d'une douleur neuropathique. Donc pour juste résumer ça, soit si la douleur elle est spontanée, continue, paroxystique, ou bien c'est une douleur qui est provoquée, qu'on appelle allodynie, donc soit au chaud ou froid, bien au piqûre, à la piqûre plutôt. Voici, je les ai dessinés, bon, il y a des images ici un peu, des brûlures, sensation de froid, décharge, engourdissement. Engourdissement, c'est comme si quand on se couche sous la main et puis on se réveille souvent, c'est comme s'il n'y a pas de sang qui circule. En fait, c'est ça qu'on appelle l'engourdissement. Et les patients, souvent, quand ils viennent, soit ils disent que c'est Mégilia ou bien c'est pas quoi, ils disent Adoussou, selon les langues. Donc, c'est des picotements, des fourmillements, souvent c'est des démangeaisons. Donc, tout ça, ça doit attirer en tout cas le consultant, en tout cas le médecin, pour dire que je suis devant une douleur neuropathique. L'examen neurologique, il faut le faire, même si de façon superficielle, bien sûr, en faisant l'examen, comment on appelle, les troubles sensitifs, on va objectiver. Parce que tout ce que le patient a dit déjà, ce sont des signes qui sont subjectifs. C'est lui qui décrit. Mais nous, médecins, on doit objectiver certains signes. Certes, on ne va pas objectiver les fourmillements, les picotements, mais quand même, on peut objectiver une anesthésie. Parce que quand le patient dit que c'est ici que je ne sens pas, donc vous fermez les yeux et puis vous touchez. Est-ce que vous sentez que vous le touchez? Il va dire que non, je ne sens pas. Ou bien parfois, vous prenez juste le bout du pic, puis vous piquez, il va dire qu'il ne sent pas, ou bien vous comparez chaque fois les deux côtés, il va vous dire que ici, je sens moins, ou bien ici, je sens plus. Soit c'est une anesthésie, ou bien parfois c'est une hypoesthésie où il sent moins, mais parfois c'est exagéré, c'est une hyperesthésie, c'est-à-dire que je sens plus ici par rapport à là, alors que parfois c'est juste une allodynie. Le fait simple de le toucher, ça va déclencher une douleur esthésie qui t'empêchent de dormir. Et une fois aussi, parfois ça peut être plusieurs troncs nerveux qui sont atteints. Dans ces cas, on appelle soit mononeuropathie multiple, c'est-à-dire une atteinte nerveuse de façon asymétrique mais aussi asynchrone. Ça ne vient pas de façon symétrique, mais aussi ça ne vient pas dans le bas. En même temps, on peut avoir également une polyneuropathie, et dans ce cas, c'est une atteinte neuropathique de façon symétrique, mais aussi bilatérale et aussi synchrone. Et quand on fait l'examen, on voit en général déjà le truc qu'on appelle l'embryon de la mort. Également, les autres médicaments, c'est surtout les anesthésistes locaux. Ici, on n'en a pas. Moi, j'ai presque souvent, mais je ne trouve pas la complexe de l'ibucaïne. J'ai des patients qui ont une douleur neuropathique localisée à un endroit. En ce moment, on peut prescrire en pleine intention sur la complexe de l'ibucaïne. On met ce qu'on en patch. On va appliquer pendant quelques heures. Ça calme la douleur. La capsaïcine, en fait, c'est une forte concentration de piment. Et c'est un patch. Je pense que c'est un deuxième niveau de recommandation. Et ça aussi, ça sa place dans la zone thérapeutique. Et aussi le cannabis, pas ce qu'on fume, mais le cannabis qui a été traité bien sûr en milieu industriel. Et dans les rares cas, en tout cas, ça permet bien sûr d'améliorer certaines douleurs qui n'ont pas été calmées par nos antibiotiques, mais aussi les antidépresseurs, ou bien les opioïdes faibles bien forts. C'est-à-dire la vitaminothérapie a aussi une place à ne pas négliger et plus quelqu'un que je n'ai pas cité ici. Les trois non médicamenteux, surtout la néoplastée cutanée, et comme l'a dit le docteur Spanata, l'aspiration est transcutanée aussi, a un niveau de recommandation dans la douleur neuropathique, mais surtout localisée. Et dans certains cas, c'est une première intention, mais également aussi certaines stimulations magnétiques transcrâniennes répétitives, mais que ce soit bien sûr coordonné dans une structure, bien dans une filière bien sûr de douleur, pas à faire n'importe comment. Et aussi la psychothérapie. Quelle que soit la douleur, la psychothérapie vraiment a sa place dans l'arsenal thérapeutique. Voici en résumé bien sûr, pour récapituler le diagramme de la prise en charge de douleurs neuropathiques. Quand elle est localisée, vraiment en première ligne, c'est surtout les patchs, okay? Lidocaïne et puis le TENS. C'est ça qui est indiqué. Après, en deuxième niveau, quand ça ne marche pas les douleurs localisées, il faut aller vraiment à un deuxième niveau que les patchs de capsaïcine. Et ça aussi, il
il faut que ça soit structuré dans un milieu de douleur. Et également en troisième ligne, jusqu'à il faut aller aux stimulations transcrâniennes. Maintenant, quand c'est une douleur neuropathique périphérique, en tout cas dans les cas de polyneuropathique diabétique, ou bien dans les sciatiques, ou bien dans d'autres douleurs neuropathiques, qui n'est pas localisée à un seul endroit, dans ces cas vraiment, dans les nouvelles recommandations en tout cas, les CNSNA aussi, ils ont une place en tout cas en première intention, la gabapentine aussi, les antidépresseurs, et en deuxième nouvelle, en ce moment qui arrive, la prégabaline, et vraiment en première intention surtout, le nérontin avec le laroxine, qui est vraiment indiqué par les sociétés savantes. Et en troisième niveau, vous voyez, c'est les stimulations et autres mécanismes de la douleur. J'ai essayé de voir surtout sur le plan chirurgical, comme on a les neurochirurgiens avec nous, il y a certaines stimulations qu'on peut faire, des électrodes qu'on peut placer au niveau de la moelle épinière et qui permet bien sûr de calmer la douleur à travers la physiopathologie de Portgate qui a été décrit par le docteur Bachero. Pour le suivi du patient, bien sûr, il faut s'assurer de l'observance du traitement. Donc il faut revoir les patients en consultation pour voir la tolérance, réévaluer la douleur, voir est-ce qu'il y a un impact, voir est-ce que ça évolue. Et puis si nécessaire, il faut modifier le traitement et également le sévrage. On ne doit jamais faire un sévrage de traitement antibiotique ou antidépresseur de façon brutale, de façon progressive. D'abord, on initie de façon progressive et on arrête de façon progressive. Ça qui va permettre que le patient va pas faire d'autres similitudes qui va aussi montrer d'autres prises en charge spécifiques. Et pour finir, en fait, c'est une pathologie fréquente et bien aussi facile, en tout cas par le score PM4. Plusieurs formes cliniques, la prise en charge nécessite surtout en pleine intention, l'antiépileptique, la pression en pleine intention, et puis la thérapie aussi a une place, par exemple chez les médecins généralistes, quand les patients viennent, on sait que c'est une neuropathique, si on n'utilise pas bien les médicaments antibiotiques, antidépresseurs, on peut mettre une vitamine, cela les patients qui ont d'avoir son rendez-vous avec le neurologue, ou bien avec le neurologue, ou bien d'autres médecins de douleur. Et là, la biologie est souvent très lent. Parce que c'est pas en donnant, c'est pas comme, je sais pas, en moto où on donne un jour, 2 jours, 3 jours. Le nerf plus simple et le nerf plus pété. Le nerf plus simple consulte pour soulager les symptômes des neuropathies. En effet, les neuropathies constituent des lésions neurodégénératives qui sont dues à différents facteurs. Ça peut être dû à des sous-niveaux de tendance, donc les neuropathies peuvent être dues au sida, et généralement les symptômes, ce sont dans ce plan de maladie, ce sont des sensations, sensations de traitement, sensibilité touchée, sensations de brûlure, douleur, symptômes de panique, bref, on voit qu'il y a les motifs de nombreuses causes, aussi dans des choses. Alors, dans la neuropathie périphérique, le nerf plus nourrit et protège les neurones. Le nerf plus parce que le nerf plus est le régénérateur de la gaine de myéline. En effet, de quoi est composé le nerf plus? Dans chaque gélule de nerf plus, vous avez 3 vitamines D fortement dosées associées à 4 antioxydants. On retrouve notamment la méthylcobalamine qui est de la forme améliorée de la vitamine B12 à très forte dose thérapeutique. Parce que vous avez 1500 microgrammes de méthylcobalamine. La méthylcobalamine étant la forme bioactive de la vitamine B12 qu'on appelle la cyanocobalance. Ensuite, comme vitamine B, vous avez l'inositol qui est la forme améliorée de la vitamine B7. Vous avez jusqu'à 100 mg de dosage thérapeutique de l'inositol. Enfin, vous avez l'acide folique qui est la forme améliorée de la vitamine B9. Vous avez jusqu'à 1,5 mg. Associé à ces vitamines, vous aviez des antioxydants tels que le polynicotinoïdrol, l'acide lactallique,
de sélénium, de chrome. Vous voyez, ça nous permet de voir que le Runner Plus va permettre d'assurer la vitaminothérapie dont on a fait allusion tout à l'heure et qui a un rôle essentiel dans la prise en charge des neuropathies. En particulier dans la neuropathie diabétique, on voit par exemple que la méthylcobalamin améliore la meilleure forme biodisponible du corps. On voit aussi que l'acide folique alpha-lipoïque dosé à 200 mg améliore le flux sanguin nerveux en facilitant l'action d'antioxydants. Il améliore l'engourdissement, réduit les carences infectionnelles. L'inositol contenu dans Runner Plus régule les protéines de la membrane. Le sélénium réduit les radicaux libres. Les radicaux libres étant ces produits phénodédicateurs avancés qui sont, dont la formation favorise l'élévation de l'hyperglycémie et partant favorise les complications, l'installation des complications du diabète. Donc, en détruisant la radicaux libres, on contribue à freiner, repousser les complications du diabète et enfin le zinc qui améliore les symptômes. Donc vous voyez que il y a une forme, le Runner Plus c'est une formule complexe où on retrouve du tout. Les Runner de vitamine B, on a de Runner Plus, on va enchaîner directement avec le Runner BT. Qu'est-ce que c'est? Runner BT n'est rien de tout ce que nous venons de dire. Le Runner Plus est valable pour le Runner BT parce que les mêmes molécules qui sont contenues dans l'un comme dans l'autre. Exception faite d'une ou deux molécules, à savoir BT. C'est le Runner Plus auquel on a ajouté cette molécule BT qui est l'abréviation de la benfotiamine. La benfotiamine, c'est une molécule, c'est la vitamine améliorée. La vitamine B qu'on appelle thiamine, ici la benfotiamine c'est la alicamine, on l'a isolée, développée, améliorée. C'est le génie de la recherche fondamentale pour avoir davantage d'efficacité par rapport à la recherche. Alors, du coup, le labo Sprite Pharma a orienté le Runner BT dans la direction de protéger les organes cibles du diabète, prévenir les complications du diabète, régénérer les nerfs blessés ou endommagés. Parce que le Runner Plus la benfotiamine a l'avantage de bloquer, de diminuer la formation des produits phénodédicateurs avancés, c'est-à-dire de bloquer la formation des radicaux libres, parce que ce sont ces radicaux libres-là qui sont responsables des complications. Donc il va protéger les organes cibles du diabète. Parce que chez les malades diabétiques, le contrôle seul n'est pas suffisant, très souvent n'est pas suffisant, et la formation des produits phénodédicateurs avancés chez les diabétiques peut endommager l'endothélien vasculaire et entraîner la détérioration des organes terminaux, exposant ainsi les nerfs à des neuropathies diabétiques, les yeux à de la rétinopathie diabétique, le cœur à des complications micro-macrovasculaires, les reins à des... Voilà les complications redoutables inhérentes à la pathologie du diabète qu'on peut prévenir en donnant de Runner Plus BT grâce à la benfotiamine. La protection des organes d'extrémité est essentielle chez les malades diabétiques. Aussi, des supplémentations en microsubstances nutritives d'antioxydants sont nécessaires pour maintenir la défense des organes cibles du diabète contre les radicaux libres. Voilà les produits phénodédicateurs. Leur effet dévastateur consiste à gommer vos protéines, à dévaster les enzymes, à déclencher la signalisation biochimique malsaine. Voilà le cercle vicieux qui va aboutir à la formation du stress oxydatif. C'est ce stress oxydatif-là qui va s'attaquer aux organes cibles, aux yeux pour provoquer la lymphocytique et les reins pour provoquer la lymphocytique ou les pour provoquer la lymphocytique. Comment faire la benfotiamine? Là voilà. Notre schéma de là, sur cette peau,
la benfotiamine, elle est là, la molécule de benfotiamine est là, elle va activer ce qu'on appelle une enzyme appelée transcriptolase qui va rompre le cercle vicieux de tout à l'heure en déviant l'excès de tissu sur un sentier. Donc, 3 étapes. D'une part, la benfotiamine ouvre une valve de sécurité dans le métabolisme normal de la glycémie par une enzyme appelée transcriptolase. D'autre part, la benfotiamine active la transcriptolase pour permettre à l'organisme de shunter, c'est-à-dire de détourner l'excès de triglycérides dans son sentier métabolique. Et de plus, la benfotiamine va prévenir la formation des produits finaux de glycogène avancé par la benfotiamine. Donc, en somme, la benfotiamine régule le métabolisme du glucose pour préserver les organismes, protéger les organismes chez le malade diabétique. La benfotiamine prévient la lymphopathie diabétique. La benfotiamine empêche les dommages rétiniens aux produits finaux de glycogène avancé. La benfotiamine réduit la douleur dans la neuropathie diabétique grâce à la puissante activité anti-inflammatoire qui est régulée au niveau de la félicité d'arachidonine. En effet, outre le fait que la benfotiamine régule le métabolisme du glucose, de par le schéma que nous venons de voir, cette même benfotiamine développe une activité anti-inflammatoire qui est négociée au niveau de l'acide arachidonique. Donc on voit que l'activité anti-inflammatoire développée par la benfotiamine se fait même en amont de ce que l'on connaît de la part des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça contribue de façon sous-jacente à calmer, à soulager les malades des douleurs neuropathiques. Donc vous voyez, avec cette benfotiamine seule, benfotiamine réduit la formation des produits finaux du glycagène pour prévenir les complications du diabète. La benfotiamine accroît les concentrations tissulaires de thiamine par la réduction tissulaire des produits finaux du glycagène. Au jour d'aujourd'hui, c'est la proposition, l'une des propositions les plus complètes qu'offre le laboratoire Straïs pour contribuer à la prise en charge de la maladie diabétique. Pour préserver, pour deux choses, pour une double vocation. Régénérer les cellules dommages, les cellules nerveuses endommagées, mais ensuite prévenir la formation des produits finaux. Donc protéger finalement les organes cibles, protéger les nerfs, protéger les yeux, protéger les reins, protéger le cœur contre les agressions. Voilà maintenant ce qu'on va dire à propos de l'urinaire plus et de l'urinaire plus. Invités, étudiants et étudiantes, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Merci surtout à nos laboratoires.